Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue dans votre émission hebdomadaire Made in France. Ce soir, nous allons accueillir un humoriste pour changer. Reda Siddiqui, bonsoir. Bonsoir. Alors, nous, on est heureux de vous recevoir parce que moi, je vous ai vu sur scène, puis vous avez une grosse actualité. En plus, vous venez de vivre un road trip algérien, si je puis dire, sur votre truc. Donc, qui est Reda Siddiqui? C'est quoi? Vous êtes né où? Vous avez grandi comment? Alors ouais, c'est un sacré parcours. Alors je suis né en Algérie, à Tlemcen. J'ai grandi là-bas, donc j'ai fait toute ma scolarité là-bas jusqu'au bac. Et après, j'ai atterri à Paris. J'ai fait des études en mathématiques pendant 5 ans à l'université de Pierre et Marie Curie. Et après ça, je voulais faire du théâtre en fait, et ça faisait un petit moment que j'y pensais, et j'ai écrit un premier spectacle, et je pensais que ça allait juste tenter l'aventure pendant quelques semaines, et en fait ça fait bientôt 4 ans que ça dure. Et donc voilà, aujourd'hui, je suis humoriste. Voilà. Donc ça fait 4 ans. Alors comment on vient des maths, des études algériennes? Je pense que vos parents, comme tous les parents, entre guillemets, algériens, voulaient faire de vous un ingénieur ou un médecin, un truc. Exactement. Et comment de maths, on vous envoie en France avec vous avez une bourse pour étudier, c'est ça? Non, du tout, même du pas, tout. c'est la famille qui a... Non, j'ai fait tout moi-même en fait. C'est que je suis arrivé ici, il fallait travailler, il fallait se battre. C'est que voilà, j'ai eu mon bac, j'avais 17 ans. Et après, il y avait le centre culturel français qui avait ouvert dans ma ville. Et j'avais la possibilité de passer un petit concours de langue française, donc voilà, pour valider les acquis. Et du coup, je l'ai eu. Et à partir de ce moment-là, en fait, je pouvais postuler pour 3 universités. Je me rappelle un peu exactement comme ce que font les bacheliers ici en France. Et du coup, je me rappelle, j'avais choisi 3 universités. Je me rappelle, j'avais choisi Pierre et Marie Curie, Orsay et l'université de Cergy. Et mon premier choix est sorti, j'ai été accepté. Et du coup, j'ai atterri à Paris. Et donc voilà, non, j'ai tout fait moi-même. Il n'y a pas eu de bourse, il n'y a eu rien du tout. Et donc j'ai fini mes études pendant 5 ans. Et vous avez travaillé en parallèle de vos études? Vous faisiez quoi? Ça dépend, j'ai fait un peu de tout. J'ai fait vous savez, du tractage, le street marketing. J'ai travaillé, j'ai fait les inventaires dans des magasins de vêtements, des trucs comme ça. J'ai donné des cours, j'ai fait plein de trucs en fait. Et du coup, donc jusqu'à ce que j'ai fini mes études. Et alors quand on fait plein de trucs, comment on en arrive à l'écriture, quoi? Comment on en arrive en fait, durant mon cursus, avec un ami, on est parti une fois voir un spectacle et on a trouvé que c'était très cher pour un étudiant en fait d'aller voir un spectacle et de payer 20 euros. Et on s'est dit pourquoi ne pas essayer d'organiser des spectacles à l'université et trouver un moyen pour que ça soit gratuit. Et on s'est rendu compte que tous les humoristes n'étaient pas forcément connus. Il y avait des gens qui n'étaient pas connus et qui étaient prêts à jouer gratuitement. Et en contrepartie, on leur faisait profiter de notre réseau d'étudiants, de 30 000 étudiants. Et du coup, donc on les ramenait. Et donc en gros, on commençait à organiser un spectacle par mois, donc on les côtoyait et tout. Mais à force, on avait envie aussi d'écrire. Et du coup, moi, c'est là où j'ai découvert l'écriture. Et du coup, j'ai commencé un peu à écrire des petits sketchs, à essayer de jouer à la fac, un peu à gauche, à droite. Et quand j'ai fini mes études, donc voilà, j'étais diplômé, j'avais 22 ans et je me suis dit, mais je ne vais pas rentrer dans la vie active maintenant, je suis encore un gamin quoi. Je connaissais des gens qui commençaient leurs études et moi je finissais. Et je ne me voyais pas travailler dans un bureau derrière un écran et je me suis dit, ouais, pourquoi ne pas écrire un spectacle et du coup, je me suis lancé dans ça, c'était un peu la passion un peu du début, la fougue de la jeunesse et j'ai pris du plaisir. Et pour la première fois de ma vie, j'ai senti que c'était exactement ça que je voulais faire. Vraiment. Vous avez une sorte de révélation, quoi. Ah oui, vraiment là, parce que moi j'ai fait des maths comme ça par défaut, parce que j'aimais bien les maths, je trouvais ça marrant, j'avais des facilités à valider mes modules et tout, donc voilà, j'ai fait ça. Et vraiment, et là pour la première fois de ma vie, ouais, je prenais du plaisir à me lever le matin pour me poser quelque part à la bibliothèque ou dans un café pour écrire, quoi. Et c'est ça que moi, ce que j'ai vu, c'est que, en plus, vous avez parlé de votre côté militant, parce que c'est un côté militant, quand vous découvrez qu'on ne peut pas payer 20 euros pour les étudiants, c'est aussi un acte qui permet aussi de démocratiser la culture, d'apporter de la culture chez tout le monde, quoi. Oui, bien sûr. Chez vous, c'est important que de militer ou de faire des choses par engagement, par conviction? Bah en fait, si vous voulez, moi vous savez, souvent on dit, les gens disent je suis un homme de conviction. Oui, ça veut absolument rien dire. Ça veut rien dire, ouais. Et en fait, moi, je me suis posé la question, on se pose la question, quelqu'un qui n'a pas de conviction, finalement, c'est quelqu'un de mauvais? Pas forcément. Par contre, j'ai une seule conviction, si je peux me permettre. Pour moi, aujourd'hui, 21e siècle, la révolution elle ne peut être que culturelle. Pour moi, c'est fini le temps des armes, de la guerre et tout. La révolution, on veut faire une révolution et apporter quelque chose à ce monde, ça passe seulement par la culture. Et du coup, donc voilà, c'est vraiment le côté militant que j'ai, il est vraiment associé à ça.
Oui, ben c'est vrai que, bon, ce que vous dites, d'ailleurs, ce 21e siècle, mais dans tous les siècles, il n'y a jamais eu de choses qui ont évolué hors culture et éducation. C'est-à-dire que les gens, si vous humiliez les populations, forcément, vous aurez un terreau fertile à toutes les dérives. Quand les gens disent la sécurité, il faut se protéger, se protéger, le meilleur moyen de se protéger, c'est l'éducation et la culture. C'est quand on éveille les gens que les gens n'aient plus. Et puis, éviter d'oppresser les peuples et de les humilier, non? Vous ne pensez pas? Ah oui, oui, clairement. C'est que si tout le monde a accès aux livres, tout le monde a accès à la bonne information surtout et à l'épanouissement, mais par contre d'une manière libre bien évidemment, ça veut dire que chacun a accès à la culture et on va dire à l'art qu'il souhaite, c'est sûr que tout le monde sera épanoui. Vous militez pour le libre arbitre, quoi? Ouais, pour le libre arbitre, le libre apprentissage, tout en fait. Alors, dans votre spectacle que vous avez écrit, moi j'avais vu des extraits, on m'en a parlé, et je sais qu'en plus, parce que je sais que vous êtes aussi toujours très prompt à répondre aux actions militantes, bénévolement, pour aider des causes justes, que vous pensez justes, vous êtes toujours prêt à venir donner un coup de main. Et dans vos spectacles, j'ai vu aussi, vous m'avez fait sourire quand vous avez fait un parallèle entre le gouvernement algérien, le nombre de présidents qu'on a eu, et le nombre de présidents américains. Enfin, c'est l'Algérie, c'est quelque chose qui vous attire tout le temps, qui est resté ancré en vous? Bah, bien évidemment, enfin, moi j'y suis né, j'ai grandi, donc voilà, j'ai été bercé par cette culture. Ouais, bien évidemment, je suis toujours attaché à... Je dirais pas à l'Algérie autant que territoire et frontière, mais beaucoup plus en tant que culture. Donc voilà. Bon, on revient encore au même mot. Moi, j'adore la musique algérienne, j'adore l'humour algérien, j'adore la cuisine algérienne, j'adore l'art algérien. Il y a des peintres, il y a des sculpteurs, il y a de tout en fait. Il y a des auteurs. Bien sûr. Et voilà, moi, c'est surtout ça en fait qui me laisse attaché. Et puis il y a des endroits, les gens ne savent pas, où il y a des lumières, il y a des grands peintres qui peignaient dans les environs de Biskra pour une question de clarté, pour une question... Non, on a des beaux paysages, c'est vrai que, et vous avez raison d'être attaché, mais dans votre spectacle, effectivement, alors est-ce que vous avez, en venant avec l'humour algérien, vous avez francisé l'humour algérien, ou est-ce que vous avez algérianisé l'humour français? Ouais, les deux à la fois, parce que c'est vrai que peut-être que j'ai un peu algérianisé l'humour français. Le spectacle que j'ai écrit d'ailleurs, il s'appelle 2 mètres de liberté, parce que voilà, c'était un peu une manière parce que ça parle beaucoup de ça, de liberté, de citoyenneté, d'appartenance à la société. C'est, on va dire, il y a un peu de tout, on va dire, ça c'est des termes français, hein, ils sont pas encore algériens malheureusement, mais par contre avec l'humour algérien, parce qu'il y a un truc qui est propre quand même à ce bassin méditerranéen. Moi je dis souvent, quand on dit à une femme qu'elle est grosse, avec le cynisme français, c'est qu'on veut qu'elle perde du poids. Mais si on le dit avec l'affection algérienne, c'est qu'on aime bien les formes. Ah, donc vous voyez, donc vous militez. D'ailleurs, je pense que prochainement, dans notre émission, je recevrai quelqu'un parce que je pense qu'effectivement, ce combat sur les bisons, sur le fait de reconnaître les gens tels qu'ils sont pour les décomplexer, je pense que c'est important. C'est vrai que la façon dont on parle des choses est essentielle. Et moi, je pense aussi que la façon dont l'humoriste, parce qu'il y a des humoristes, on parlait tout à l'heure d'autodérision, d'autodruit, il y a la façon de on peut rire de tout. Le problème, c'est, alors les gens disent, mais pas avec n'importe qui. Moi, je pense, mais rire de tout, c'est pas avec n'importe quel mot, ou n'importe quelle intonation, ou n'importe quel humour. Je sais pas si je me fais comprendre. Vous pensez concrètement, oui, plus clairement, c'est qu'il y a plusieurs formes d'humour, et après, moi, personnellement, pour moi, on peut rire de tout. Mais c'est la façon de le faire, parce qu'il y a des humoristes qui sont... Oui, mais moi aussi, je pense qu'on pourrait de tout, de la religion, de tout, je le dis aisément. Je crois que si on ne peut pas parler de tout, débattre de tout, c'est forcément qu'on est justement à recul, on n'est plus dans le libre arbitre. C'est-à-dire que, le problème, c'est que aujourd'hui, quand on parle de tout, on n'a pas tous les angles, toutes les vues. On privilégie aujourd'hui la télévision, dans les grands médias, on privilégie un certain nombre de personnes pour tenir un certain nombre de discours. C'est ça la déviance aussi, non? Ouais, mais après, moi, je trouve que on peut rire de tout. Si ça ne nous fait pas rire, on est libre d'y aller ou de ne pas y aller. Si par exemple on n'aime pas l'humour de quelqu'un, on est libre de ne pas aller le voir. Mais par contre, on ne peut pas l'empêcher en fait de faire ça. C'est pour ça que pour moi, on peut rire de tout, point. Voilà. C'est que n'importe qui peut faire son humour devant son public. Et s'il n'est pas drôle, franchement, il va s'éteindre tout seul. On n'a même pas besoin de lui dire arrête. Oui, c'est vrai qu'on pense à certains qui ont de l'humour nerveux. Moi, je suis comme vous, je pense qu'effectivement, on doit permettre à tout le monde d'exprimer. Mais par contre, le problème, c'est qu'il faut qu'on apprenne aussi avant, par l'éducation, tout ça, le libre arbitre des gens. Parce que souvent, il y a de l'intox quand même. Vous ne pensez pas qu'on peut aussi induire des choses, on peut on peut induire des choses, mais si le peuple est assez cultivé,
il rira, il n'ira pas au-delà du rire. C'est pour ça qu'encore une fois, le livre, la culture, l'éducation, c'est super important. C'est que, ouais. Oui, c'est vrai, c'est toujours intéressant parce que vous montrez aussi que quand on peut être humoriste, les gens ne connaissent pas toujours les gens, qu'on peut être cultivé, qu'on peut avoir de la culture, qu'on peut avoir de l'instruction, ça c'est pas incompatible ou pas. D'ailleurs, on peut être autodidacte, il n'y a pas de parcours plus intéressant, plus fort que l'autre. Chacun a son parcours, c'est ça? Bah oui, chacun a son parcours et surtout qu'un n'importe qui peut être humoriste parce que c'est un regard, c'est un œil. L'humoriste, c'est un peu une sorte d'anthropologue. N'importe qui, non, il faut quand même un peu de talent quand même, non? Ou cultiver, avoir quelque chose de différent? Je sais pas, je peux pas juger moi-même qui peut être humoriste ou pas, mais je dis n'importe qui dans le sens où n'importe quel parcours, un boulanger ou un boucher ou un mathématicien ou un médecin, il suffit juste d'avoir, il faut avoir peut-être ce regard, parce que l'humoriste c'est un peu un anthropologue de la société. Moi je dis souvent que je suis humoriste, je pose des questions, je n'apporte pas de réponses. Et c'est vrai que n'importe quel parcours peut nous ramener à un certain prisme de la société qui est, quoi qu'il arrive, très intéressant. Donc ouais, non, il n'y a pas un parcours spécifique. Vous êtes partisan de dire il y a des potentiels, il faut qu'ils puissent s'exprimer, c'est pas le parcours, c'est les potentiels. Ah ouais. Si vous avez le potentiel en vous, c'est que vous pouvez faire beaucoup de choses, quoi. Ah oui, il faut développer, il faut se lâcher un peu, si vous donnez des conseils à des jeunes qui voudraient se lancer, il faut... Ah, ça se travaille, c'est pas pareil de faire rire ses potes dans le quartier et de faire rire sur scène. Ça se travaille vraiment, on travaille déjà sur l'écriture, ça c'est super important, c'est la base en fait, l'écriture. On travaille la mise en scène et le jeu d'acteur. Et après, là on travaille son style, quoi, sur le timing, Des fois il y a des petits détails qui peuvent pas s'expliquer en fait. Moi je fais de l'humour, là je me rends compte que c'est pas du tout une science exacte. Alors qu'avant j'avais fait 5 ans de maths où c'était précis, c'était carré, il y avait des théorèmes. Et du coup il y a déjà ces deux facteurs qui sont importants, tout le monde le dira, voilà, c'est le texte et le jeu. Et après il y a le petit plus qui permet de sortir du lot. Ce qui montre qu'on sort du lot. Ouais, parce que c'est vrai, comme vous disiez, c'est pour ça, c'est vrai que c'est pas la même chose de faire rire sur scène que de faire rire les copains au quartier. Parce qu'il y a des mecs qui regardent un truc, disent « Oh, ouais, moi je peux le faire ça aussi, vas-y, je suis humoriste moi ». C'est souvent qu'on entend pour un peu parodier certaines trucs. Moi, des fois, il y a des membres de ma famille qui me disent « T'es humoriste, mais il était pas marrant ». Je leur dis « Mais là, on est en train de manger, je peux pas, en fait. » C'est souvent ça, voilà, vous n'avez pas ça qui vous arrive quand vous êtes avec des gens « Ah, vas-y, t'es humoriste, vas-y, fais nourrir, quoi, vas-y. » Non? Oui, ça arrive. Mais bon, ouais, ça arrive, mais bon, on a pris l'habitude, donc voilà, c'est mignon, moi je trouve ça mignon. Ouais. Tu ne leur as pas dit, mais quelqu'un t'es chirurgien, vas-y, opère sur la table, là, c'est des chirurgiens, parce que c'est un peu ça équivaut à ça, quoi. S'il n'y a pas les conditions... C'est exactement ça, mais bon, après... C'est comme si que les gens disaient à un chirurgien, bah t'es chirurgien, vas-y, fais l'opération, là, surtout montre-nous comment tu fais. Mais malheureusement, c'est exactement ça, mais bon, il faut rester courtois. Voilà, c'est comme tout à l'heure, il y a une dame sur le quai du métro, elle m'a dit « Bonjour, Reda Sediki, et je vous ai reconnu. » Et là, je me suis dit « Mais je vais lui dire quoi? Merci de m'avoir reconnu. » C'est là aussi où les gens se croient pour des gens alors que c'est des gens simples, quoi. Et c'est vrai que des fois, il y a des trucs, on ne sait pas quoi dire, et du coup, il vaut mieux rester gentil. Merci, c'est sympa. Et ouais, c'est comme c'est... C'est vrai que c'est marrant parce que vous avez beaucoup d'humilité quand même, Reda, ce que je vois. Ah bon, vous trouvez? Ah bah c'est... là, je sais pas quoi vous dire. Bah, non, mais je trouve parce que on va en parler. Tout à l'heure, vous parliez là, vous avez fait un road trip. Je sais que vous avez fait un road trip alors en Algérie. Alors pourquoi ce road trip? Pourquoi vous avez fait de kilomètres et tout ça? Parce que c'est aussi... En fait, si vous voulez... Je vais vous raconter vraiment depuis le début, je vais essayer d'être bref. Je regardais beaucoup ce qui se faisait sur l'Algérie. Et je trouvais qu'on parlait souvent, on critiquait beaucoup, souvent mal, et c'était beaucoup très démago. Aujourd'hui, on vit dans une époque où on est consommateur de démagogie. Et je me suis dit, mais comment on pourrait parler de l'Algérie d'une manière positive, quoi, vraiment. Et c'est là où je me suis dit, en fait, l'Algérie, nous les Algériens, on se plaint beaucoup de ce pays, c'est parce que c'est un pays jeune. C'est parce que c'est comme une femme qui a 18 ans, et on attend d'elle tous les trucs qu'on attend d'une femme de 30 ans. Donc en gros, l'Algérie, c'est une gamine, elle a 18 ans.
on a eu l'indépendance que récemment. Donc voilà, c'est une femme qui veut vivre, qui veut se lâcher, qui veut être, voilà, qui veut être comme une gamine. Et c'est pour ça qu'on vient en France, parce qu'en France, c'est une vieille dame qui te lave tes vêtements, qui t'offre la sécurité sociale, qui t'offre les assédiques, plein de trucs. Et c'est là où j'ai écrit une chronique, où j'ai dit, peut-être vous l'avez vu sur Internet, un jour on m'a demandé de parler de l'Algérie, je n'ai pas su quoi dire, je l'imaginais telle une femme, telle une amante, telle une partenaire. L'Algérie, ce n'est pas cette femme avec qui tu fais ta vie, l'Algérie, tu ne mourras d'été, un coup de foudre éphémère. L'Algérie est l'inopinée, l'inattendue, l'aventurière. Claude Mauriac disait la femme est une promesse non tenue, l'Algérie est ainsi. On attend des certitudes, des promesses, c'est pour ça qu'on a du mal à en tirer le meilleur d'elle. Donc voilà, donc je vous résume un peu la chose et je me suis dit pourquoi j'irais pas vivre avec elle pendant 2 semaines comme ça, à l'aventure. Parce que c'est vrai que c'est des mots, mais bon, c'est lâche, je les ai écrits chez moi, tranquillement. Je me dis pourquoi si t'es un bonhomme, Reda, vas-y, prends ton sac et tu vas vivre en Algérie comme ça. Et j'ai démarré le 2 août à la frontière marocaine, à Porcé, en autostop. Porcé, qui est Marsa Ben Mehdi. Marsa Ben Mehdi, on appelle les Msirdi, on le conseille, je le conseille, qui est un très beau petit, de très belle plage, c'est un très beau petit village, super, très sympa. J'ai démarré de là-bas, le 2 août à 9h du matin, mon père m'a déposé là-bas à Porcé. Il était inquiet. Oui. Et en fait, je suis parti, j'avais un sac, j'avais 2 tenues dessus, j'avais l'essentiel dedans, j'avais un chapeau, mon téléphone, une GoPro, j'avais un savon de Marseille. Ah bah oui, c'est obligé qui te permet de te laver le corps. Il y avait le bleu de Marseille aussi. Ouais, je mets beaucoup de bleu. Aujourd'hui, j'ai mis du rose, je sais pas pourquoi. Et j'avais un sac de couchage et un tapis de sol, un petit matelas gonflable pour dormir. Et je suis parti de là-bas. Et je suis arrivé jusqu'à la frontière tunisienne, à Oumtboul, 14 jours plus tard. Et j'étais pris par des gens, j'ai été nourri, j'ai été logé, je ne pensais pas que ça allait se passer comme ça. Pour vous dire, je n'ai pas utilisé une seule fois mon sac de couchage. Et vous êtes passé dans mon village? Ouais, à Oukas. Vous êtes passé à côté. Ouais. Hein, voilà. J'ai même passé 2 nuits à Bjaïa. Je suis tombé amoureux de cette ville, vraiment. J'ai vraiment apprécié toutes les autres villes. Vous serez toujours le bienvenu ici. Hein, si mais Bjaïa, je ne sais pas pourquoi. Bjaïa, et je sais que vous avez été aussi, vous avez dit que vous êtes arrêté à Gigel pour rendre hommage à l'inspecteur Tahar. Ouais. Je suis arrivé à Gigel. Et en fait, on m'a dit qu'il y avait la spécialité de Gigel, c'était les boulangers et les barbiers. Et je me suis dit, allez, et comme on me disait durant mon voyage, j'étais à la touffe de l'inspecteur Tahar, les vacances d'inspecteur Tahar, et surtout comme j'étais en autostop et tout. Donc il y avait toujours quelqu'un à côté de moi quand je prenais mes vidéos, donc c'était un peu une sorte d'apprenti. Et du coup, donc, je me suis dit, allez, on va lui rendre hommage, une petite pensée à lui qui est parti très jeune, à 40 ans. Du coup, je me suis rasé, j'ai laissé la petite moustache. Et j'ai porté une marinière ce jour-là, d'ailleurs. Là. Ah, pour vraiment hommage à l'inspecteur. Et du coup, donc, je suis parti de Gigel, j'ai quitté Gigel, je suis parti jusqu'à Kolo, en marinière et avec la moustache, vraiment en hommage à l'inspecteur Tahar. Et donc voilà, donc j'ai fait ce périple qui était... Vous avez découvert l'Algérie, vous l'avez fait surtout le long de la côte, quoi. Ouais. Vous avez découvert, c'est magnifique, quoi. Vous n'avez pas fait... C'est dommage, je ne vous ai pas fait le sud, parce que le sud aussi, c'est... Les gens sont accueillants, chaleureux. Au bout de 2 semaines, quand je suis arrivé, je vous avoue que c'était vraiment fatigant. Et il y a des gens tout de suite qui m'ont dit, à quand le sud? Calmez-vous. Je me dis, attends. Et là, c'est exactement pareil. Il faut faire le sud. Attends. Je n'ai pas encore digéré. C'est ça parce que, si vous voulez, il y a des gens qui confondent la politique algérienne, le gouvernement, les trucs, et le pays en soi, l'Algérie, tout ça. Quand on dit aux gens, je suis attaché à l'Algérie, et les gens vous disent, ah bah vous êtes comme si on était d'accord avec tout ce qui se fait. Non, être attaché à l'Algérie, c'est de l'Algérie, c'est l'héritage. Moi, je suis comme vous d'origine algérienne, je suis légitimement attaché à mon pays d'origine. Je suis là avec le pays d'accueil, je suis français, mais je suis légitimement attaché à ce pays. C'est fabuleux. Et il est normal que quelqu'un qui soit né ailleurs, quand les Bretons sont attachés à leur pays d'origine, ou à leur terre d'origine, on dit, ah fabuleux, c'est des gens qui font pour leur truc. Quand c'est un Algérien, on dit, oh là là, il est douteux celui-là. C'est pour ça que je vous dis encore une fois, c'est que c'est important d'associer, d'ailleurs je le dis dans mon spectacle, l'identité à la culture. Malheureusement aujourd'hui on associe souvent un territoire et des frontières. Il faut l'associer à la culture. C'est très important à la culture. C'est parce que si on l'associe à la culture, on n'aurait jamais fermé la frontière marocaine. Si on l'avait associé à la culture, il n'y aurait jamais eu tous les problèmes qu'on voit un peu partout. Et c'est très important la culture. Pourquoi je vous dis j'ai aimé Bjaïa? Parce que dès que je suis arrivé place Guédon à Bjaïa, il y avait une bibliothèque libre-service. Ça veut dire que n'importe quelle personne pouvait s'asseoir sur la place, prendre un livre, le lire et de le remettre. Et là, je me suis dit, les gens qui habitent à Béjaïa, je ne sais pas qui est-ce qui a fait ça, peut-être quelqu'un qui vient d'ailleurs, mais en tout cas, les gens qui habitent Béjaïa, c'est vraiment des gens qui ont compris que c'était très important la culture. C'est pour ça que je suis tombé amoureux de cette ville.
même si c'est dégueulasse, et on peut le dire. D'ailleurs, je me suis dit, il y a des poubelles partout. D'ailleurs, je leur ai dit, je vais mettre ça sur le dos de la culture, on va considérer que c'est de l'art contemporain. Voilà, les gens de Béjaïa, c'est des Warholiens, ils ont fait des installations avec des sacs poubelles et tout. En plus, exposition 3D, hein, parce que tu as l'odeur avec. Mais nous, le problème, c'est que c'est la pointe en démotechnologie. On fait pousser les sacs plastiques dans les arbres. Ah oui, ça c'est incroyable. Mais bon, après... je sais pas, enfin, moi, je peux pas vous dire c'est quoi la solution, mais... C'est vrai que vous avez raison. Ouais. D'un côté, il y a ceux qui la voient avec la dénature, ceux qui voudraient l'encenser. Il faut la voir telle qu'elle est, et vous l'avez dit de le dire. Il faut la voir comme une jeune fille qui est en train de se construire. Là, je vous en parle et j'ai la chair de poule, quoi, parce que j'ai jamais été aussi heureux en Algérie depuis ce moment-là où j'étais complètement en mode vagabond, quoi. Vous savez, j'ai dépensé 2000 dinars. 2000 dinars, c'est 10 euros. Là où j'allais, personne ne me laissait payer. Même le coiffeur. C'est bien de dire parce que les gens oublient que l'Algérie, vraiment, c'est un pays accueillant. C'est les gens, et puis ils le font pas ils le font naturellement. Ça fait partie d'eux. Ils sont solidaires par nature. Quand ils voient des gens qui vivent quelque chose ou qui truc, ils veulent apporter leur contribution. Toutes les classes sociales, tout. Et vous ne pouvez pas imaginer la tristesse que j'ai eue quand je suis arrivé à la frontière tunisienne. Il y avait 2 kilomètres d'embouteillage, de queue à la frontière tunisienne. Le mec qui m'a déposé, il m'a dit, écoute, c'est trop long, moi je peux pas aller plus. Donc, il m'a déposé, j'ai fini à pied. Parce que c'était important pour moi de pointer jusqu'à la frontière tunisienne. Et je voyais toutes ces voitures qui faisaient la queue dans la chaleur, il y avait des enfants. Et j'avais envie de leur dire, les gars, je viens de faire 1800 km. Le littoral, il est fabuleux. Vous êtes en train de faire la queue là, pour aller en Tunisie. Et c'était triste, quoi. C'est vrai qu'il y a quand même plus de liberté en Tunisie. C'est vrai que même en Algérie, en famille, c'est plus compliqué quand même de voyager, non? Pourquoi c'est compliqué? Il y a quand même les gens, ils disent sur les plages, il y a moins enfin, ça commence un peu à... Il y a des trucs, c'est vrai qu'il faudrait travailler là-dessus. Mais en Tunisie, ils sont plus libres. C'est nous-mêmes, c'est le peuple qui... On s'autocensure. Ils s'autocensurent. Il y a des gens qui s'autoflagellent, il y a des gens qui empêchent, il y a des gens qui veulent donner des leçons, comme vous l'avez dit, les incultes, qui veulent dire aux gens comment ils devraient se comporter, comment ils devraient s'habiller. Comme en France, d'ailleurs. Hein. Il y a les mêmes partout. Hein. Je crois que, si je vous disais, vous, à l'humoriste, je crois que ce qui se reproduit le plus vite et ce qui est le plus universel, c'est la connerie en ce moment dans le monde. C'est la connerie, pardon. C'est vrai. Excuse. C'est vrai. Parce que même, c'était Einstein qui disait que le génie a des limites, mais pas la stupidité. Je crois que là, effectivement, vous avez raison. Je crois qu'on voit bien que la stupidité, on la retrouve partout. Il ne s'agit pas de nier la stupidité de certains Algériens ou de certains autres. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, il faudrait, vous avez raison, c'est grâce à des actions comme les vôtres ou comme d'autres qui font qu'on va redonner un peu de dynamisme et qu'on va redonner l'espoir. Avant de partir, c'était trop dur parce que psychologiquement, tout le monde me disait « T'es un fou, t'es un malade. Tu crois que vraiment les gens ils vont te prendre. Tu crois que vraiment que les gens ils vont te loger. » Bon, on sort, c'est vrai, d'une décennie noire, on est méfiant vers l'autre. Tu crois vraiment que ceci, tu crois vraiment que... Et le pire, c'est que je le fais, et ça se passe bien, et les gens te suivent. Et à la fin, les gens ils disent, c'était magnifique, ça fait plaisir. Ça serait bien qu'on le fasse tous, parce que c'est bien joli que je le fasse moi tout seul, mais ça serait joli que... Parce que... Je pense qu'il faut que des initiatives comme celle que tu as fait, ou d'autres, c'est de faire découvrir à d'autres jeunes aussi l'Algérie. Je pense que c'est en connaissant l'autre qu'on apprécie l'autre. Le problème du racisme, c'est parce que les gens ne se connaissent pas souvent. Il y a les intarissables qui... Il y a le racisme intelligent. Il déteste parce qu'il connaît trop. Voilà, celui qui déteste parce qu'il connaît trop. Mais celui-là, il se déteste lui-même, donc on va pas le truc. Mais sinon, globalement, les gens ne connaissent pas, ils n'ont pas le goût des autres. Ils ont perdu le goût des autres, non? Clairement. Vous avez essayé de retrouver... C'est pas dans votre voyage aussi, cette volonté de retrouver le goût des autres, le goût du pays, le goût de... Ça aurait pu être ailleurs, vous pouvez parler culturel. Ça aurait pu être ailleurs, mais moi, j'avais juste envie peut-être qu'il y avait un peu de promotion dedans, je sais pas comment, j'avais pas de message précis à faire passer, mais j'entendais beaucoup de trucs sur les gens qui disent l'Algérie ceci, l'Algérie, d'accord, ok, le peuple il est pas bien, d'accord, on va vérifier par nous-mêmes. C'était aussi un peu ça, c'est de voir ce pays, et c'est vrai qu'on n'a pas le goût des autres, parce que quand j'allais chez les gens, j'avais l'impression de les faire sortir de leur quotidien. Parce que ça faisait super longtemps qu'ils n'avaient pas accueilli un inconnu chez eux. Et c'est vrai qu'il y a toujours les séquelles de la destinée noire. Voilà, on est toujours méfiant. Et je me dis que si moi je suis arrivé à bon port, en vie déjà, en bonne santé, j'ai été très bien accueilli, peut-être que la prochaine fois en autostop, la prochaine fois que quelqu'un va voir un jeune, il va s'arrêter.
Peut-être la prochaine fois qu'on va voir quelqu'un, un jeune qui est arrivé dans une ville à l'étranger, il n'a pas où dormir, peut-être qu'on va l'accueillir. Et peut-être on va retrouver, parce que l'Algérie d'avant que nos parents racontent, peut-être que vous avez peut-être connu, celle des années 70-80, c'était ça. L'Algérie, elle était connue dans le monde entier. Pourquoi? Elle était connue pour un pays où il faisait bon de vivre. Un pays... Il n'y avait pas un film aussi avec Al Pacino? C'était pas ça? Oui, mais dans le film, il disait on va fuir, on va voler de l'argent dans une banque, on va fuir où? En Algérie. C'est aujourd'hui, tu dis à Punta Cana ou je sais pas. Il faut qu'on retrouve cette image. Parce qu'à l'époque, l'Algérie, c'était la Mecque des révolutionnaires. Donc les gens savaient qu'ils pouvaient... c'est cette image qu'il faut retrouver. Même politiquement, il faut que l'Algérie retrouve cette voie-là, qui était une grande voie à l'époque. Hein. Il ne faut pas oublier quand même que, aussi historiquement, il y a eu des choses qui ont été faites, du temps des non-alignés. Enfin, l'Algérie a apporté des choses. Il ne faut pas non plus... Le nier, il ne faut pas tout balayer. En raison des difficultés du jour, quoi. Il y a des choses à faire évoluer. Et heureusement qu'il y a des gens comme vous qui sont toujours porteurs d'espoir. Et à travers le spectacle aussi, que je joue en France, que j'essaye aussi de redonner un peu cette image-là, essayer d'apporter quelque chose de peut-être de différent de ce qu'on voit aujourd'hui dans les médias et un peu partout. Un autre message. À part le fait qu'on a que vous avez connu le même président depuis tout le temps, au moins nous, pour l'histoire, on est tranquille, là. Ouais, bon, moi j'ai connu, non, je l'ai connu pendant 2 mois, Boudiaf, parce qu'il a été tué 2 mois après ma naissance. J'ai connu Zerouel et Boutef. J'en ai connu 3. C'est pas mal quand même. Là où d'autres en connaissent 7 ou 8, non? Oh là là là, c'est incroyable quand même cette histoire, c'est incroyable. Mais alors, donc, c'est quoi l'actualité de Reda Siddiqui à venir là? Alors là, je viens de finir le Festival d'Avignon. En fait, avant le périple, j'ai fait le Festival d'Avignon. Ah oui. Ouais, donc j'ai présenté mon spectacle là-bas pendant 1 mois. Ça s'est super bien passé. Et du coup, donc là, à la rentrée, je reprends le 20 septembre avec mon spectacle à Paris, donc 2 mètres de liberté. Je vais le jouer à la Nouvelle Scène, vous savez, cette péniche au pied de Notre-Dame, c'est un bateau. C'est vraiment un super cadre. Donc je vais jouer tous les mercredis à 20h. Et aussi une tournée où je vais jouer un peu partout en France et en Algérie. D'ailleurs, la tournée commence le 15 septembre par la ville de Cloix, Cloix-sur-le-Loir, dans la région de Chartres. Le 15 septembre, donc je vais jouer là-bas. Et après, j'ai plein de dates. Je vais jouer un peu partout, Marseille, Lyon. Je vais faire la frontière suisse vers Genève. Je vais jouer où aussi, je ne sais plus. Il y a toutes mes dates sur Facebook. Et bien évidemment, je vais jouer à Abjaïa en octobre, dans le festival Africart. Il y a le festival des arts et de la littérature. Et je vais jouer en novembre en Tlemcen, Oran et Alger. Donc voilà, sur une semaine, donc voilà, entre octobre et novembre, je vais faire 4 dates en Algérie. Donc là, c'est cool. Donc voilà, on est entre la France et l'Algérie. Donc c'est voilà, très agréable. Donc ça va être très bien ça de faire 4 dates en Algérie. BGA, on allait être en novembre avec une autre association, mais donc sinon on aurait pu se croiser. Et donc je vous dis aussi, vous parlez de road trip, je sais qu'il y a des jeunes, parce que moi j'avais été contacté pour leur faciliter des choses, des jeunes français qui sont partis à 4 en arrivant à Constantine pour faire aussi un road trip en Algérie. Ouais. Ouais, ça se fait de plus en plus. Ça se fait de plus en plus. Y compris avec des Européens, hein, c'est pas... Mais y compris avec des gens qui viennent vraiment de partout. Par exemple, ça fait 2 ans, il y a un festival, le Festival des couleurs à Béjaïa. Tout à fait. Qui a été d'ailleurs annulé malheureusement cette année. Pour des raisons, malheureusement, comme d'habitude, de sécurité politique. Il y a plein de raisons. Il y a plein d'articles qui ont été écrits sur le sujet. Il y a plein d'avis. Je laisse les gens peut-être découvrir par eux-mêmes. Comme ça, ils vont se faire leur propre avis. Mais le Festival des couleurs, l'année dernière, ils ont réussi à attirer 13 nationalités. Non mais souvent, mais à Tizi Ouzou, il y a toujours eu plein de festivals pour attirer des gens. Bah, hier, il y avait le Festival de la musique Amazir, d'ailleurs. Oui, avec la clôture avec Ali Amran. Oui. Ouais. Ali Amran Tavalis, d'ailleurs, c'est une chanson que souvent quand on fait les luttes du Ramadan, Ali Amran vient chanter Tavalis parce que c'est une chanson du patrimoine. Ali Amran qui vit d'ailleurs dans les pays nordiques. Hein. Ah, ça je savais pas. Ouais. Donc il n'est pas immigrant en France, lui. D'accord, ça je savais pas. Moi je l'écoute, mais... voilà, c'est bon, ces artistes et tout ça. Ouais. Et donc là, pour conclure, est-ce que vous avez un message à délivrer à qui que ce soit, un mot à dire à vos parents, à l'Algérie, au monde entier, aux humoristes, à votre voisine, à votre voisin? Alors, je sais pas, à mon voisin, peut-être ce serait bien qu'il fasse un peu moins de bruit. J'étais sûr, j'allais vous dire, souvent on a toujours un problème avec le voisin et le bruit. Cher voisin, essayez d'éviter de faire beaucoup de bruit parce que Reda écrit et vous le perturbez. Et surtout, il fait sa vaisselle, on dirait ils sont 12 à manger, pourtant il vit tout seul. Il lave la vaisselle de tout le monde, quoi, peut-être. Oui, je sais pas. Bah, ce serait bien qu'il fasse la mienne, alors. Un message peut-être à faire passer au monde entier.
Vous savez, j'ai rencontré un monsieur à Skikda qui, qui m'a hébergé. Et d'ailleurs, c'était trop drôle parce que c'est son fils. J'ai rencontré son fils et il n'a pas dit à son père. Donc, une fois à la maison, le papa a découvert que je connaissais son fils depuis à peine 1 heure. Et c'était trop drôle sa réaction. Et on a discuté pendant 2 heures. Et le maître mot qui revenait à chaque fois, c'était la tolérance. C'était le respect mutuel des différences. C'était le respect de l'autre. Et peut-être juste un message au monde entier, c'est que parfois, vous savez, le soleil tape sur la terre, il y a toujours un côté qui est obscur. Et nous, souvent, on voit le côté où il y a la lumière. Du coup, on ne voit pas ce qu'il y a de l'autre côté, on n'a pas tous les éléments, et c'est de là que naît l'intolérance. Ben, ça serait bien qu'on essaye de voir le tout à 360 degrés, le monde entier. Peut-être qu'on va retrouver un peu plus de tolérance. Donc voilà, donc vraiment, je me souviens de ce monsieur, Rabboul Aïla, comme je l'ai appelé, Abdel Ghani, qui m'a parlé énormément de ça, de tolérance et de respect mutuel des différences. Voilà. Eh bien, merci Nassidiki. Merci Et ben, écoutez, sur ce message de paix, de tolérance, de respect mutuel, parce que sans respect, il n'y a pas de reconnaissance de l'autre, et ben, on va se quitter, et j'espère que vous avez apprécié. Et donc, on se retrouve vendredi prochain à 20 h avec un nouvel invité. Bonsoir à toutes, bonsoir à tous. Passez une bonne soirée, restez avec nous sur Beurre FM TV, et à bientôt.